Je vais donner la parole à Coralie Moularet, qui est impatiente de vous poser sa première question. Comme toujours. Vous l'êtes tout autant, Monsieur Proust. Tout à fait. Bon, alors ça va bien se passer. Non, on revient sur ce premier rapport d'activité de Veolia qui visiblement vous a mis en colère puisque les objectifs de cette première année ne sont pas remplis. Du coup, vous êtes vraiment en ébullition, sans mauvais jeu de mots? Non, j'ai profité, vous le savez, du point presse pour présenter l'ordre du jour du Conseil communautaire pour, au travers du rapport du délégataire, qui est un rapport obligatoire, faire part de mes interrogations. Effectivement, vous n'êtes pas sans ignorer qu'il y a eu un changement de délégataire entre la SOR et Veolia, qu'il y avait eu des estimations et la construction d'un modèle économique autour d'une certaine consommation. Alors, j'ai vu que depuis mes déclarations, les gens ont dit « Mais qu'est-ce qu'il raconte, Proust ?» En gros, il nous dit qu'on n'a pas consommé assez. Ce n'est pas du tout le sujet. Au contraire, il faut faire des économies en eau. Et avec l'évolution démographique, si vous voulez, il y avait un volume d'eau de l'ordre de 16 millions. Bon, ce n'est pas moi qui ai fait les estimations, ce sont les entreprises qui ont répondu. On me dit d'un seul coup, il y a plus de 10%, il y a 1 400 000 m3 qui manquent à l'arrivée, et puis il y a quand même encore 7 millions de mètres cubes de fuite. Donc, j'attends des explications, mes services me donnent des explications, Veolia aussi. Et pour l'instant, à l'heure où je vous parle, il va y avoir un conseil d'administration le 4 octobre de Eau de Nîmes Métropole. Et donc, j'attends des explications qui me permettent de comprendre, parce que ni mes vice-présidents, ni mon administration, ni mon exécutif ne comprend ces écarts. Alors, contrairement à vous, votre vice-président Jean-Luc Chélan est moins alarmiste et un peu plus optimiste. Il reprend les arguments de Veolia qui sont en fait de dire, bon, l'année 2020 qui marque la première année de leur contrat a été quand même marquée par la crise Covid. Ils expliquent que ça a changé nos habitudes de consommation, que les entreprises n'ont pas travaillé, donc là aussi ça a diminué et que surtout les compteurs, visiblement, qui ont été changés, sous-estiment la consommation. Pour vous, c'est pas suffisant. C'est ce qu'on me dit, mais j'attends quand même des expertises. Je vous dis, je me suis laissé le mois d'octobre, il y a un travail et il y a encore des réunions faites entre Veolia et les services. Mais aujourd'hui, moi j'aime comprendre. Mais ça ne vous satisfait pas, ces explications? Pardon? Pour l'instant, non. Parce que j'ai des explications de la part des services et de Veolia qui sont totalement différentes. Donc j'attends une confrontation et à partir de là, je me ferai une idée. Et si vraiment je n'ai pas les explications nécessaires, je lancerai un audit qui est par un cabinet indépendant pour comprendre. Allez, une dernière petite remarque. Vous l'avez dit, le contrat de Veolia a mis fin à 48 ans de gestion de la SOR. Vous étiez dans les instances gouvernantes quand il y a eu ces renouvellements. On peut se poser des questions pour une entreprise à 48 ans. On a le sentiment un peu qu'au vu de la dichotomie du tour entre vous et votre vice-président, que vous faites un peu de politique. Alors, je vous explique. La personne qui a signé le contrat, d'ailleurs vous à l'époque vous avez voté contre, certainement, même si c'était à bulletin secret, on imagine que vous avez voté contre ce contrat. C'était Yvan Lachaud qui était président et qui était votre rival politique. Et dernier petit argument, l'eau aujourd'hui est à 3,30 €. Est-ce que vous prévoyez à l'avenir d'augmenter le prix de l'eau? C'est un problème d'équilibre. Vous savez comme moi que les budgets annexes, si il y a des difficultés sur l'équilibre du budget de l'eau, ça augmentera automatiquement. Vous avez vu que dans ce contrat aussi, c'est pas moi qui l'ai dit, c'est un conseiller communautaire d'un groupe d'opposition qui a dit, bon, c'est un contrat un peu spécifique où, contrairement au contrat précédent, c'est l'agglomération qui fait les investissements. Donc vous n'excluez pas... Attendez, Coralie, mais quand même... mais c'est important non, mais ne mettez pas de la politique partout. Je n'ai rien contre Veolia, comme je n'avais rien contre la SOR. Je suis responsable d'un exécutif. Quand on m'annonce un tel écart par rapport aux prévisions, qui a quand même une incidence financière non négligeable sur la entre 1,5 et 2 millions d'euros. Ça s'entend, mais juste aujourd'hui, est-ce que vous nous dites que vous n'excluez pas il est quand même logique, de l'eau? Et ça serait de l'irresponsabilité de ne pas chercher à comprendre pourquoi il y a un tel écart qui engendre un déficit structurel de l'agglo de 2 millions d'euros. Je suis à la recherche de millions d'euros depuis le début de ma présidence. 2 millions d'euros, ce n'est pas négligeable. Donc je veux comprendre. Mais encore une fois... Arrêtez, c'est le passé, c'est pas Proust la chose. On est déjà au milieu de l'interview. Un mot sur la troisième voie, Corentin. Oui, en tout cas, je voulais juste dire qu'Élise Lucet n'a pas prévu de revenir dans le Gard, donc vous êtes tranquille. Un mot, oui, sur troisième voie qui se fait attendre entre les gares de Nîmes Centre et Nîmes Pont du Gard. Est-ce que finalement les élus locaux sont impuissants? Vous vous mobilisez, vous agitez depuis des mois, toujours rien, où on en est? Alors, j'ai demandé, je rencontre la préfète, Madame la préfète en bilatéral la semaine prochaine, j'ai demandé au préfet de région, les choses devraient s'accélérer, un copil. Pourquoi? Je maintiens, et je crois que j'ai vu l'article du sénateur Laurent Burgois, les 12 millions sont là. Oui. Ce n'est pas de l'argent à la SNCF, c'est de l'argent
qui appartient à l'ensemble des collectivités, y compris la SNCF, qui ont financé le contournement. Donc je dis que c'est une nécessité. L'estimation pour cette troisième voie, c'est 13 à 14 millions d'euros. Donc je veux récupérer ces 12 millions parce que c'est une nécessité pour le territoire et les collectivités s'entendront pour financer le reste. Tous les élus sont d'accord avec moi. La présidente de région est à mes côtés, la présidente du département. Il n'y a pas de raison qu'on n'aboutisse pas. Ce que je veux aujourd'hui, c'est une réunion puisque le maître d'œuvre, c'est le préfet de région. En attendant, cette troisième voie qui n'est toujours pas là, on fait comment ? Parce que la question aujourd'hui, c'est il n'y a pas de navette régulière entre la gare, alors navette routière bien évidemment, via Transdev, entre la gare de Nîmes-Pont-du-Gard et Nîmes-Centre. Laurent Burgois, avec qui nous avons échangé hier, nous disait que les taxis, et particulièrement les taxis de Nîmes, qui sont très mobilisés, ils l'ont été la semaine dernière, par exemple, sur les difficultés entre Nîmes et Lunel. Aujourd'hui, ils ne peuvent pas tout pallier. Ils peuvent pas tout pallier. J'ai dit que parfois on a plus de frais de taxi que de billets de train. Et je parle pas des gens des taxis. Non. Et je parle pas des gens d'Esgardeninck ou encore mon collègue Christophe Rivinck à Alès. Quand j'ai fait la conférence de presse, vous y étiez. Qu'est-ce que j'ai dit ? Quand vous avez un train qui arrive, vous avez un TER sur 2 qui n'est pas là. Donc il y a la solution du bus, mais le bus, selon l'heure où vous le prenez, vous mettez plus d'une heure pour rejoindre le centre-ville. Et quand on a développé le concept avec Jean-Paul Fournier il y a un quart de siècle maintenant, jamais il était question d'avoir une gare isolée. On a toujours parlé d'une gare reliée à Nîmes-Centre, comme il y a Tours, Saint-Pierre-des-Corps et Avignon. Et cet argent existe. Quand j'avais été maire par intérim, tout le monde était d'accord autour de la table. Qu'est-ce qui s'est passé après ? Je ne peux pas vous le dire, mais les 12 millions sont là. Le problème, c'est que cette impasse, elle reflète un peu, c'est ce qu'on disait, ce que Corentin disait, l'impuissance des élus locaux. Vous avez beau pouvoir vous mobiliser, mais ça ne fonctionne pas. Et justement, transition est toute faite sur un autre projet qui est aussi très important de cette gare, c'est Magna Porta. Ouais. Là aussi, alors là, c'est plus quand même le ressort des élus locaux. Là, c'est plus de votre... Mais pour finir ma question, là aussi, sous le mandat précédent d'Yvan Lachaud, vous l'avez accusé d'un certain immobilisme. Oui. Vous êtes devenu président. Qu'est-ce qui s'est passé depuis un an ? Alors, il y a eu le Covid, il y a eu la crise sanitaire. Mais on en est où ? Depuis déjà, on a travaillé sur cette zone pour lever toutes les interrogations qu'on avait. Je me suis aperçu que rien n'avait été inscrit au SCOT. Je me suis aperçu, j'ai reçu la semaine dernière, la semaine dernière, quand j'ai reçu tout le staff de la Compagnie des Alpes, qu'en fait, il y avait une personne qui s'était déplacée, à la demande de Carole Delga, mais que personne n'avait rendu de dossier ou travaillé sur ce dossier. Donc, le parc à thème, nous avons travaillé toute la journée. Ils nous ont posé un certain nombre de questions et on doit y répondre parce que vous avez beaucoup de contraintes techniques. Il y a l'enfouissement des câbles électriques. Il y a un radar de Météo France qui est là, qui empêche de faire des bâtiments au-dessus de 14 mètres. Et il y a le problème des compensations. Ouais. Ce qui était possible il y a 3 ans ne l'est plus aujourd'hui. Mais quand est-ce qu'on va pouvoir voir arriver des entreprises ? C'est ça que les gens veulent savoir. Ceux qui habitent à Manduel. Je vais présenter au séminaire la semaine prochaine. Magna Porta, il y a 2 parties. Il y en a même 3. Il y a le Masslerier. Qui vous coûte cher, oui, vous l'avez répété. Le grand luxe. On aurait mieux fait de raser et de le construire. Vous avez la partie économique et la partie réservée à un parc thématique, à condition que le parc thématique soit viable et soit faisable. Est-ce que vous pouvez nous donner une date, un délai ? On en est. Non, mais attendez. Non, les dates, moi, quand je les donne, je les assume et surtout, je les tiens. Je ne suis pas un adepte de la communication où la troisième voie aurait dû être là, où Orchestra aurait dû être là, où l'Idole aurait été là. Je ne communique que sur des certitudes. Aujourd'hui, la partie économique, ça doit pouvoir se faire, sauf que quand je fais 1 hectare de mobilisation sur du foncier économique, je dois compenser 3 hectares. Donc tout ça se regarde sur l'ensemble des zones économiques du territoire. Mais Yvan Lachaud, il avait les mêmes problèmes que vous. Non, il ne les avait pas, parce que lui, quand il a pris l'agglo, c'était beaucoup plus simple. Il n'y avait pas les problèmes de compensation. Le préfet de l'époque, Didier Loga, avait quand même durci la règle. Oui, mais il n'y avait pas la compensation qu'il y a aujourd'hui, ni la loi du 23 août qui vient de se passer sur la perméabilité zéro. Il reste moins d'une minute. Voilà. Donc sur la Compagnie des Alpes, c'est important. Dans les commentaires Facebook, qui nous parle notamment des poubelles et des immeubles. Qu'est-ce que vous pouvez y répondre ? Je vous lis la question. La question est, alors les poubelles sont sous les fenêtres des habitants, cela apporte des nuisibles et c'est démontant et irrespectueux.
comment on pourrait peut-être résoudre ces problèmes qu'évoque cet abonné dans nos commentaires. Alors vous savez qu'on est en train de mettre en place une nouvelle délégation de service public, à la fois sur la collecte et le nettoyage de la ville et de l'agglomération. Donc on va essayer de moderniser justement la collecte. Il est prévu sur les quartiers dits sensibles, la mise en place du tri sélectif, et on va aller vers une modernisation de la collecte avec des conteneurs enterrés ou autres, de manière à améliorer effectivement à la fois la qualité de la collecte, mais également le coût de la collecte. Parce que globalement, ce qu'on se rend compte, c'est qu'il y a de plus en plus d'encombrants, et à chaque fois qu'il y a des encombrants, ça coûte très cher à l'agglo. On invitera Bernard Engelras sur notre plateau, qui est vice-président. Qui est un spécialiste. Vous autorise une minute, Très vite, poser la question. Monsieur Proust aussi, très vite. Vous avez une bonne nouvelle, parce qu'on parle des mauvaises, mais vous avez décroché le label Nemosus pour l'aéroport de Nîmes-Garons. Je vois que vous êtes bien renseigné, effectivement, depuis hier. Je vais vous faire une exclusivité ici. Mais rapidement. Nous avons normalement le 11 octobre à 11h, le ministre Gérald Darmanin, accompagné du ministre des Affaires européennes et du commissaire Lenartchik, qui viennent ici. Donc officialiser le démarrage du projet Nemosus, et je pense que le président Emmanuel Macron, lors de la présidence française de l'Union européenne, viendra à Nîmes l'annoncer lui-même. Ce qui est important, je vous l'avais dit, j'avais débloqué 500 000 € auprès de la Commission européenne, qui est une étude de préconfiguration de ce que sera demain ce centre d'expertise, où 7 pays vont travailler ensemble au départ de Nîmes. Juste très rapidement, qu'est-ce que ça veut dire pour les Nîmois et pour les habitants autour de cette zone ? C'est la labellisation du centre européen, c'est-à-dire des gens qui vont venir, d'expertise qui vont venir avec des centres de formation, du matériel. Et derrière, on sait très bien qu'il va y avoir une logique industrielle qui peut se développer. Une dernière question, Coralie, sur la primaire. Très rapide. Très rapidement. Deux petites, très rapides. Très vite, Coralie. Les militants ont tranché, ça sera un congrès. Qui est-ce que vous allez soutenir ? En tant que préfet du parti, je suis obligé de garder une certaine neutralité Non, là, vous ne voulez pas vous mouiller. Laurent Burgoa, lui, il a dit hier. Laurent Burgoa n'a pas les mêmes responsabilités. Les sénateurs, il peut soutenir qui l'entend. Et d'ailleurs, alors que moi, je ne pourrais parrainer personne en tant que président d'agglo. Ouais. Et deuxièmement, il est de mon devoir, en tant que responsable du parti, de donner la chance à tous les candidats. J'ai déjà été sollicité par tous les candidats pour faire un déplacement dans le Gard et à la rencontre des militants. Allez, un dernier mot très rapide sur les législatives. Vous les préparez. On sait qu'à droite, sur la 3e circonscription, ça devrait être Blandine Arnault. On sait que sur la 5, ça devrait être une femme. En la personne de la Lésienne, Léa Boyer. On sait que sur la 4, vers à l'Est, ça devrait être ou Pierre Martin ou Valérie Meunier. On sait que sur la 6, ça devrait être François Courdil. On sait que sur la 1, ça pourrait être, comme on l'a lu dans les indiscrétions, Claude de Gérardi. Par contre, sur la 2, les Républicains ont un vrai coup à jouer parce que le Rassemblement national est affaibli. Ça pourrait être, si vous la jouez bien, historique. Vous pouvez peut-être remporter cette circonscription. Qui vous allez choisir ? Est-ce que vous allez soutenir Eddy Valadier ou est-ce que vous lui avez demandé ? On sait que c'est compliqué. Il est maire de Saint-Gilles. Et si d'aventure il était élu, il ne pourrait plus rester maire et votre vice-président. Alors, ce que je peux vous dire, c'est que, Eddy Valadier m'a confié qu'il ne souhaitait pas être candidat aux législatives. Mais vous l'avez demandé ? Et oui. Et deux, je lui ai demandé, il m'a informé que ça ne l'intéressait pas. Et deux, on va jouer le coup à fond. Et vous ne voulez pas nous dire avec qui ? Ou vous ne savez pas ? Parce qu'il n'y a pas beaucoup de talent. Je ne suis pas un adepte de la politique fiction. Laissez-moi travailler avec lui. On a encore des mois pour remplir les cases. Tout à fait. Les commissions d'investiture sur les législatives vont démarrer le 15 octobre à Paris. D'accord. C'est une décision nationale. Merci Coralie Mollaret d'avoir été avec nous ce soir et d'avoir pu poser toutes vos questions à Franck Proust. Merci Franck Proust d'avoir Merci à vous. Elle est terrible, hein ? Elle est terrible.